Le désert de Tindibin retient son souffle avant de rugir. En quelques heures, des écrans, des drones et des voix unifiées transforment le Sahel, d'une cicatrice silencieuse en un réseau vivant. Ibrahim Traoré, en commandant l'Alliance sahélienne, ne s'est pas contenté de définir une bataille, mais a redessiné la carte de la dépendance et de la dignité. Ce moment marquant n'est pas seulement une victoire militaire, il annonce un changement géopolitique majeur. Mais pourquoi ce tournant est-il crucial pour l'Afrique? Le Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré, prouve qu'un continent peut se défendre par lui-même. Ibrahim Traoré n'a pas seulement redéfini la guerre au Sahel, il a réécrit les règles de la souveraineté pour l'Afrique. En prenant la tête de l'Alliance sahélienne, il a proposé une vision audacieuse, celle d'un continent qui ne se contente pas de survivre, mais qui se relève et se défend seul. Ce n'est plus un rêve lointain. L'action menée à Tindibin prouve que la région peut gérer ses propres affaires de sécurité sans l'aide extérieure, et ce, avec une efficacité étonnante. Mais cette victoire ne vient pas sans risque. Si l'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, parvient à maintenir ce cap, elle pourrait enfin échapper aux cycles de dépendance qui ont longtemps dominé sa géopolitique. Cependant, l'équilibre est fragile. Si cette autonomie se renforce, elle pourrait également attirer des pressions extérieures croissantes. C'est là le véritable enjeu. Réussir à maintenir un modèle de défense basé sur la coopération interne, tout en contrant les tentatives de manipulation géopolitique des grandes puissances. Ce qui s'est joué à Tindibin dépasse le simple cadre d'une victoire militaire. Derrière les colonnes de fumée et les bruits des moteurs, une vision a pris forme, celle d'un Sahel capable de se défendre tout en innovant. Le Sahel, et notamment le Burkina Faso, a longtemps été vu comme un terrain de désespoir et de dépendance. Des années de conflits, de forces de maintien de la paix et d'interventions étrangères ont façonné une réalité où l'Afrique semblait être constamment réactive, attendant des solutions venues d'ailleurs. Mais Ibrahim Traoré a mis un terme à ce cycle en imposant un principe fondamental. Icho- Si nous pouvons verser notre sang ensemble, nous pouvons aussi penser ensemble. Cette idée simple mais puissante a permis de reconfigurer la manière dont les pays du Sahel coopèrent. L'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'a pas été seulement une réponse à une crise immédiate. C'est une méthode, une approche différente de celle qui prévalait jusque-là. Le renseignement local, les ingénieurs civils et les militaires ont été intégrés dans un même réseau de décision et d'action. Une approche qui a permis de créer une infrastructure de défense autonome. Là où l'on attendait l'aides extérieures, il y a eu une initiative collective. Là où on redoutait la fragmentation, une véritable coordination et c'est né. Cette transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain, mais elle a été le fruit d'une planification méthodique et d'une coopération étroite entre ces trois pays. C'est ce changement de mentalité, plus qu'une simple opération militaire, qui est la véritable victoire du Sahel. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un commandant militaire, mais un bâtisseur de méthodologie et d'infrastructures durables. Dès son arrivée à la tête de l'Alliance sahélienne, il a compris que la stabilité ne viendrait pas de l'aide extérieure, mais de la coopération interne. Ses premières actions ont été axées sur la création d'un réseau d'information et de coordination entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays longtemps séparés par des frontières géopolitiques, mais unis par une vision commune. Traoré a su transformer des ressources locales, considérées comme obsolètes, en outils de défense modernes et efficaces. Les ingénieurs burkinabés ont conçu des drones résistants à la chaleur et à la poussière du Sahel, tandis que les soldats se sont adaptés à un environnement hostile, apprenant à se déplacer de manière stratégique sous la couverture de la nuit. Le changement de posture de la part des forces armées sahéliennes a été immédiat.
Les premières missions de reconnaissance ont permis de détecter les mouvements ennemis avec une précision jamais atteinte auparavant. Le rôle de l'ingénierie civile et de la technologie a été crucial, mais l'impact le plus significatif est venu de la manière dont Traoré a su galvaniser la population locale. Dans les villages frontaliers, l'idée que la défense de la terre venait de l'intérieur et non de l'extérieur a redonné espoir. Ce n'était plus une lutte pour survivre, mais une lutte pour se redéfinir en tant que peuple autonome et digne. Traoré, avec calme et détermination, a enclenché un mouvement de transformation qui ne se limite pas au champ de bataille, mais qui se répercute dans tous les aspects de la société. Le Sahel a longtemps été une région marquée par l'instabilité, où les interventions étrangères et les tentatives de rétablir l'ordre n'ont fait que reproduire un cercle vicieux de dépendance. Cependant, la situation a radicalement changé sous la direction d'Ibrahim Traoré. Lors de la bataille de Tindibin, un tournant majeur s'est produit. Ce n'était pas simplement une victoire militaire, mais un changement stratégique profond. L'Alliance sahélienne, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, a fait preuve d'une coordination sans précédent. Les forces armées, les ingénieurs civils et les réseaux de renseignement locaux ont été intégrés dans un système unique permettant une réponse rapide et adaptée face à l'ennemi. Cette manœuvre n'aurait pas été possible sans la méthodologie développée par Traoré. Il a établi une stratégie fondée sur trois principes clés: intelligence, mobilité et unité. Chaque mouvement des troupes a été soigneusement planifié et synchronisé grâce à des outils de communication modernes. Les drones, fabriqués localement, ont fourni des informations en temps réel, permettant de suivre les mouvements ennemis avec une précision surprenante. Les premières images satellites ont confirmé que quelque chose d'exceptionnel était en train de se produire. Une armée qui ne se contente pas de réagir, mais qui prend l'initiative. Les forces de l'Alliance ont frappé rapidement, isolant les flux logistiques ennemis et réduisant au minimum les pertes. À la différence des interventions étrangères qui ont généralement entraîné des pertes massives, l'Alliance sahélienne a réussi à atteindre ses objectifs avec une efficacité sans précédent. En effet, les pertes humaines ont été minimes, avec moins de 20 soldats tombés durant toute l'opération. Cela a été possible grâce à la discipline et à la stratégie de déploiement choisie par Traoré. Les frappes rapides et ciblées ont affaibli l'ennemi, et la désorganisation qui a suivi a contribué à la dislocation des forces adverses. Le brouillard de guerre, qui d'habitude favorise l'ennemi, a cette fois-ci joué en faveur des forces sahéliennes. Un autre aspect de cette victoire a été la gestion des ressources. Contrairement aux interventions étrangères, où l'approvisionnement est souvent un goulot d'étranglement, l'Alliance sahélienne a démontré une capacité impressionnante à gérer ses ressources de manière optimale. Chaque décision, chaque mouvement a été simulé et testé en amont, garantissant une efficacité maximale. Les forces de l'Alliance ont également été soutenues par la population locale, qui a joué un rôle crucial en fournissant des informations et en facilitant les déplacements des troupes. Au matin du 7 octobre 2025, les lignes ennemies étaient complètement dissoutes. La forteresse de Tindibin, au lieu de tomber dans une défaite sanglante, s'est simplement effondrée. L'ennemi, incapable de rétablir sa position, s'est dispersé dans la confusion. C'était un signal fort non seulement pour les pays du Sahel, mais pour le reste du continent africain. L'Afrique ne doit plus attendre d'être sauvée, elle peut désormais se défendre seule. Traoré, avec sa vision stratégique et son calme implacable, a prouvé que l'autonomie et la coopération locale étaient les clés pour sortir de la spirale de la dépendance. La bataille de Tindi-Ibin, loin d'être une simple démonstration de force militaire, a également révélé une transformation quantifiable des capacités du Sahel. L'efficacité de l'Alliance sahélienne peut être mesurée par des chiffres qui soulignent
l'ampleur du changement stratégique opéré par Ibrahim Traoré et ses alliés. La première mesure frappante est la réduction des incidents armés dans la région. Avant l'opération, le Sahel enregistrait plus de 2400 attaques armées par an, souvent dispersées et difficiles à localiser. Cependant, dans les 6 mois suivant Tindy Ibn, ce nombre a chuté de près de 68%, selon des rapports conjoints des autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette diminution drastique des incidents armés est le premier signe tangible de l'efficacité de la stratégie Traoré. Un autre indicateur clé de cette réussite est le temps de transmission des alertes. Avant la mise en place du réseau de coordination militaire, les informations sur les menaces mettaient en moyenne 12 minutes à atteindre les unités de terrain. Grâce à la mise en place d'un système de communication moderne, cette durée a été réduite à moins de 90 secondes, une amélioration de plus de 85% qui a permis de transformer une réaction en anticipation. Cette capacité à réagir rapidement a eu un impact direct sur la performance sur le terrain, permettant aux forces de l'Alliance de neutraliser l'ennemi avant même qu'il ne puisse réagir. Les chiffres relatifs aux pertes humaines sont également significatifs. Lors de l'opération à Tindibin, les forces de l'Alliance ont perdu moins de 20 soldats, soit moins de 0,7% de leurs effectifs engagés. En comparaison, les coalitions internationales opérant dans le même théâtre d'opération avaient des pertes bien plus importantes, parfois jusqu'à 6 fois plus. Ce faible taux de perte est une conséquence directe de la stratégie de déploiement rapide et de précision choisie par Ibrahim Traoré, qui a mis l'accent sur l'intelligence, la mobilité et la coordination. Cette approche a permis de maximiser l'efficacité tout en minimisant les risques pour les soldats. Enfin, les retombées économiques de la nouvelle stabilité dans la région sont également mesurables. La réduction des incidents armés et la réactivation des routes commerciales ont permis une augmentation de 22% du volume d'échanges transfrontaliers dans les 4 mois suivant la victoire à Tindy Ibn. Ce chiffre reflète l'impact positif de la stabilité sur l'économie locale, en particulier pour les régions périphériques du Sahel, qui étaient auparavant coupées du reste du continent par la violence et l'instabilité. En outre, des études locales ont montré que 35% des routes commerciales qui étaient auparavant bloquées ou abandonnées ont été réactivées, permettant une reprise des activités commerciales, notamment dans les zones rurales. Ces résultats ne sont pas simplement des statistiques, ils témoignent d'une transformation profonde et structurelle du Sahel. Là où il y avait de l'indépendance, il y a désormais de l'autonomie. Là où il y avait de la fragmentation, il y a désormais de la coordination. Ces chiffres confirment que la méthode Traoré est plus qu'une victoire militaire. C'est une révolution dans la manière dont le Sahel se définit et se défend. La méthode Traoré, bien que saluée pour sa rapidité et son efficacité, n'est pas sans ses critiques. Certains analystes externes ont soutenu que cette approche risquait de mener à une instabilité politique à long terme. D'un côté, on trouve les partisans de l'idée que l'alliance sahélienne, bien que performante sur le court terme, pourrait se retrouver coincée dans un modèle trop dépendant de la discipline militaire, sans une véritable évolution dans les structures politiques et sociales. Selon ces critiques, la dépendance excessive aux ressources locales et à une coopération tactique pourrait freiner toute avancée vers une gouvernance véritablement stable et inclusive. Le manque de soutien extérieur, notamment en matière de financement et de logistique, pourrait également poser des problèmes à long terme. En l'absence d'une aide internationale solide, certains craignent que la structure militaire du Sahel ne soit pas assez durable pour gérer la complexité des défis géopolitiques à venir. De l'autre côté, ceux qui défendent la méthode Traoré pointent des résultats qui vont au-delà de la seule victoire militaire. Ils insistent sur le fait que l'autonomie acquise par les pays du Sahel
ne repose pas uniquement sur des choix militaires, mais sur une réorganisation profonde des priorités politiques et économiques. Ibrahim Traoré, en introduisant une structure de gouvernance horizontale, a permis de redonner du pouvoir décisionnel aux provinces, souvent marginalisées dans le système traditionnel. Cela a permis une réduction de 35% des délais de décision entre les ministères et les unités locales. En outre, la création de cellules d'analyse composées d'enseignants, d'ingénieurs et de soldats a renforcé la capacité du Sahel à répondre de manière pragmatique à ses propres défis. Ce changement de modèle, loin de centraliser le pouvoir, l'a en fait réparti et décentralisé, favorisant une gouvernance plus inclusive. Les chiffres corroborent cette vision. Non seulement l'Alliance a réduit les incidents armés de manière significative, mais elle a aussi relancé des secteurs économiques importants, tels que le commerce transfrontalier, qui a augmenté de 22% en seulement 4 mois. Cette progression économique témoigne d'une résilience accrue face aux sanctions et à l'isolement diplomatique. Traoré, loin d'être un simple chef militaire, incarne une transformation systémique, une vision de l'Afrique autonome et capable de se réorganiser, non pas sur les bases de la tutelle étrangère, mais de la coopération interne. L'enjeu ici est donc clair. Le Sahel pourrait-il maintenir cet équilibre fragile entre autonomie et coopération, entre gouvernance militaire et inclusion politique? Si oui, il pourrait servir de modèle pour d'autres régions d'Afrique qui cherchent à sortir de la dépendance et à tracer leur propre chemin. Ce qui s'est réellement joué à Tindy Ibn n'est pas seulement une victoire militaire, mais un véritable changement de paradigme. L'Afrique, et plus spécifiquement le Sahel, a montré qu'elle pouvait définir son propre avenir, non pas en attendant des solutions extérieures, mais en mobilisant ses propres ressources. Le premier véritable signe de ce changement a été l'apparition d'une infrastructure de défense autonome où chaque pays du Sahel, en l'occurrence le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a pris des décisions stratégiques indépendantes tout en travaillant ensemble de manière efficace. Ce n'était pas une réponse impulsive à une crise, mais une planification rigoureuse sur le long terme. La transformation de la région ne se limite pas à une réorganisation militaire, mais à une révision complète du modèle de gouvernance, avec des principes d'autonomie et de collaboration au cœur de la démarche. Le moment clé de cette transformation n'a pas été un événement isolé, mais un processus continu. Les jeunes officiers, les ingénieurs et les civils ont tous joué un rôle, contribuant à une réorganisation qui place la souveraineté au centre des préoccupations. La méthode Traoré n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle ère pour le Sahel et potentiellement pour toute l'Afrique. Les conséquences de la bataille de Tindy Bin vont bien au-delà du champ militaire. Cette victoire, tout d'abord, a redéfini les dynamiques régionales au Sahel, mais ses répercussions ont également touché des aspects économiques et sociaux cruciaux. D'abord, la réduction des incidents armés a permis la réactivation de nombreuses routes commerciales qui étaient autrefois bloquées par l'insécurité. En conséquence, la circulation des biens a augmenté de manière significative, avec une hausse de 22% du volume d'échanges transfrontaliers en seulement 4 mois. Cette stabilité retrouvée a redonné vie au marché périphérique et a permis aux populations de retrouver des sources de revenus et d'emplois. Le commerce qui avait été paralysé par des années de conflits a maintenant le potentiel de redevenir un moteur de croissance pour les pays du Sahel. Dans les villages frontaliers, les habitants ont vu un changement tangible dans leur quotidien. Non seulement la sécurité s'est améliorée, mais le sentiment de participer à un projet commun, dirigé par les pays du Sahel eux-mêmes, a renforcé la cohésion sociale. Ce changement de posture a permis à la population de se réapproprier son avenir, au lieu d'être spectatrice des décisions prises à l'étranger.
Ce sentiment de dignité retrouvée est l'une des conséquences les plus significatives de l'opération. Le modèle de gouvernance décentralisée mis en place par Ibrahim Traoré a permis une plus grande implication des régions dans la prise de décision avec des résultats concrets. La réduction de 35% des délais de décision entre les ministères et les unités locales. Cependant, les effets de cette transformation sont également visibles sur le plan diplomatique. Le Sahel, longtemps perçu comme une région instable et dépendante, a commencé à redéfinir son image sur la scène internationale. Les pays du Sahel ont démontré qu'ils peuvent, ensemble, créer des solutions locales et durables sans dépendre des interventions extérieures. Bien sûr, cette autonomie retrouvée est encore fragile et pourrait attirer de nouvelles pressions internationales. Les puissances extérieures pourraient chercher à rétablir leur influence dans la région, mais l'exemple de Tindibin montre que le Sahel a désormais les moyens de résister à ces tentatives de manipulation. Les chiffres témoignent de ce renouveau. La réduction des incidents armés, la croissance économique et la stabilité sociale ne sont pas des phénomènes ponctuels, mais des indicateurs d'un changement profond. Le Sahel ne cherche pas à se limiter à une victoire militaire, mais à installer une souveraineté durable, à travers une gouvernance partagée et une coopération régionale solide. Dans les 6 à 12 mois qui suivront la victoire de Tindibin, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour l'alliance sahélienne et pour l'avenir de la région. Le premier scénario, celui de base, envisage la consolidation des acquis. Dans ce cadre, les trois pays du Sahel continuent à renforcer leurs institutions communes tout en maintenant une coordination régulière entre les ministères de la Défense, de l'Économie et des Affaires étrangères. La mise en place d'infrastructures numériques pour faciliter la communication et l'échange de données entre les pays membres pourrait prolonger les effets positifs de cette coopération. Ce modèle permettrait de maintenir un rythme de coordination stable, réduisant ainsi les risques de fragmentation et de retour à l'instabilité. L'objectif dans ce scénario serait de stabiliser l'économie régionale, de maintenir une croissance régulière de 2 à 3% par an et de réduire le nombre d'incidents armés à moins de 500 par an. Un scénario plus optimiste pourrait voir une expansion du modèle sahélien au-delà des frontières actuelles. Si les réformes civiles accompagnent les progrès militaires, les pays du Sahel pourraient devenir un exemple pour d'autres régions d'Afrique confrontées à des défis similaires. Dans cette optique, la coopération entre les trois pays se renforcerait et des initiatives communes pourraient être mises en place pour développer des projets d'infrastructures à grande échelle, comme des routes transcontinentales ou des systèmes de gestion de l'eau. Cette coopération pourrait être renforcée par des partenariats avec d'autres pays africains, mais dans un cadre qui respecte l'autonomie des nations du Sahel. Dans ce scénario, les économies des trois pays pourraient connaître une croissance de 5 à 6% par an et les incidents armés pourraient être réduits à moins de 200 par an. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourraient également jouer un rôle de leadership dans la promotion de la souveraineté et de la coopération africaine. Cependant, un scénario plus pessimiste reste également possible. Si les tensions internes au sein des pays membres de l'Alliance sahélienne s'intensifient, ou si les sanctions internationales deviennent plus sévères, l'Alliance pourrait se voir fragilisée. La pression extérieure, notamment de la part des anciennes puissances coloniales et des grandes puissances mondiales, pourrait créer des fractures internes, rendant la coopération difficile. De plus, si la coopération militaire et la gestion des ressources ne sont pas maintenues à un niveau élevé, les forces du Sahel pourraient se retrouver dépassées par la complexité des défis à venir. Dans ce scénario, la stabilité régionale pourrait être menacée, avec un retour des incidents armés à un niveau supérieur à 1000 par an. Les économies des trois pays seraient alors ralenties, avec une croissance inférieure à 1% par an. Quel que soit le scénario,
L'issue de cette période dépendra largement de la capacité des dirigeants sahéliens à maintenir un équilibre entre autonomie et coopération. La clé résidera dans la capacité à affirmer une souveraineté pragmatique tout en évitant les pièges de l'isolement ou de la dépendance excessive aux soutiens extérieurs. La transformation du Sahel ne se limite pas aux grands titres et aux chiffres économiques. Ce changement touche profondément la vie quotidienne des habitants de la région. Dans les villages frontaliers, où l'insécurité était auparavant la norme, les habitants ont désormais un sentiment d'appartenance à un projet commun. La victoire de Tindibin et la stabilité qui en a résulté ont permis à des centaines de milliers de personnes de retrouver une forme de normalité. Les mères, qui jadis redoutaient le retour de leurs enfants des champs de bataille, peuvent désormais penser à l'avenir. Les jeunes, autrefois désillusionnés, voient aujourd'hui un espoir tangible dans les initiatives locales. Des coopératives agricoles, soutenues par les nouvelles routes commerciales, redonnent vie aux marchés ruraux. Ces changements, bien que souvent invisibles à l'échelle internationale, sont les plus significatifs. Ils révèlent une transformation en profondeur dans les mentalités et les aspirations des populations du Sahel. Ce changement, cependant, ne se limite pas aux frontières du Sahel. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de son alliance sahélienne a résonné bien au-delà de la région. En prouvant que l'Afrique peut s'organiser et se défendre par elle-même, Traoré a inspiré d'autres mouvements sur le continent. Des nations comme la République démocratique du Congo ou le Soudan du Sud, confrontées à leurs propres défis sécuritaires, commencent à regarder cette approche avec un nouvel intérêt. L'exemple du Sahel montre que, face à des crises persistantes, l'Afrique ne doit pas nécessairement attendre une intervention extérieure. Elle peut au contraire redéfinir ses priorités et ses moyens pour forger son propre avenir. La véritable question n'est donc pas seulement de savoir si la victoire militaire à Tindiibin était un accident, mais plutôt si ce modèle peut être reproduit ailleurs. Les acteurs politiques et économiques du Sahel doivent-ils s'inspirer de cet exemple et prendre des mesures pour faire perdurer cette dynamique? La réponse réside dans la capacité de la région à maintenir cette coopération entre ces nations et à la renforcer dans les années à venir. Pour que la transformation observée dans le Sahel perdure, un certain nombre de mesures concrètes doivent être prises. Tout d'abord, il est essentiel de renforcer la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La création de centres de commandement régionaux dédiés à la gestion des crises et à la coordination militaire doit être considérée comme une priorité. Ces centres pourraient nous permettre de maintenir une vigilance constante face aux menaces potentielles, tout en garantissant une réponse rapide et efficace en cas de nouvelle escalade. L'intégration des technologies de surveillance et des drones fabriqués localement, comme ceux utilisés à Tindiibin, doit être étendue à d'autres régions et même à d'autres pays africains. La deuxième étape du processus serait de renforcer la gouvernance interne des pays du Sahel. L'instauration d'une gouvernance décentralisée où les autorités locales auraient un pouvoir décisionnel accru est cruciale pour garantir que les citoyens se sentent impliqués et responsables de la sécurité de leur pays. Cela pourrait également inclure la formation de jeunes officiers et de techniciens locaux, afin qu'ils soient mieux préparés à gérer les défis de demain. La mise en place d'une plateforme commune d'échange de données entre les gouvernements du Sahel et d'autres nations africaines pourrait également renforcer la coopération régionale. Enfin, il est nécessaire de développer un plan économique régional qui repose sur des solutions locales et des partenariats internes. La mise en place de zones de libre-échange entre les trois pays du Sahel serait un moyen efficace de stimuler la croissance économique tout en favorisant la coopération. Ce modèle pourrait également être élargi à d'autres pays voisins pour créer un véritable réseau d'échanges commerciaux au cœur de l'Afrique. L'objectif serait de réduire les dépendances extérieures tout en augmentant la résilience économique du Sahel.
La victoire de Tindibin marque un tournant historique, non seulement pour le Sahel, mais pour toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement une bataille remportée, mais un message. L'Afrique n'a pas à attendre que d'autres décident de son avenir. Ibrahim Traoré, avec sa méthode de gestion pragmatique et sa vision d'une souveraineté partagée, a montré que la vraie force réside dans l'unité et la coopération. Le Sahel, longtemps perçu comme une région de fragilité, a prouvé qu'il pouvait prendre son destin en main. La transformation n'est pas juste militaire, elle est sociale et politique. Les habitants des villages frontaliers, les jeunes, les travailleurs et même les officiels ont désormais une nouvelle vision de ce que leur avenir pourrait être. La stabilité retrouvée et les progrès réalisés dans l'architecture de défense, l'économie et la gouvernance montrent que, malgré les défis à venir, un modèle basé sur l'autonomie et la coopération régionale peut fonctionner. Ibrahim Traoré, en restant discret mais ferme dans ses convictions, a ouvert la voie à une Afrique plus indépendante, plus forte et plus solidaire. Ce qui s'est passé à Tindibin n'est pas la fin d'un combat, mais le commencement d'un nouveau chapitre dans l'histoire du continent. La victoire de Tindibin nous montre que le changement ne vient pas de l'extérieur, mais de la volonté collective de ceux qui ont longtemps été ignorés. Ce qui s'est passé au Sahel n'est pas une simple histoire militaire, mais un appel à une Afrique plus unie, plus autonome. Si vous croyez en ce modèle, si vous pensez que la souveraineté collective est l'avenir du continent, partagez cette histoire. Parlez-en autour de vous, à vos proches, à vos enfants, à votre communauté. Cette victoire, bien qu'encore fragile, est un symbole puissant de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Nous ne devons plus attendre des solutions imposées de l'extérieur. Le changement commence ici, chez nous, dans nos actions quotidiennes et dans la manière dont nous soutenons les projets locaux. L'histoire d'Ibrahim Traoré et du Sahel est un message à toute l'Afrique. Le renouveau est possible. Il commence par l'unité, la discipline et la coopération. Si vous croyez en cette vision, faites entendre votre voix et contribuez à cette transformation. Le réveil africain est déjà en marche. Rejoignez-le.